Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le fait marquant du jour, c'est Carrefour qui est approché par le Canadien Couche-Tard en vue de discuter d'un possible rapprochement amical entre les deux groupes de distribution. Le Canadien Couche-Tard, donc, que beaucoup d'entre vous découvrent peut-être aujourd'hui, qui pèse plus lourd que Carrefour en bourse, c'est à noter, 30 milliards d'euros environ sur le marché canadien, exprimé alors en dollars canadiens, on est plus proche de 50 milliards pour le groupe Couche-Tard, contre, bien, au moment où on se parle, le titre Carrefour prend près de 15% pour une valorisation de marché de l'ordre de 17 milliards de dollars. Les deux groupes ont confirmé donc des discussions à un stade très préliminaire, des discussions exploratoires en vue d'un rapprochement qui se voudrait amical. Carrefour en vedette, donc, qui bondit de près de 15%, ce qui n'empêche pas le marché parisien de rester proche de l'équilibre à mi-séance. Vous aurez le résumé complet, les infos clés dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On parlera beaucoup des marchés américains au cours de cette demi-heure avec nos deux invités. L'événement politique du jour, ce sera le vote prévu cet après-midi, pour nous en France en tout cas, la Chambre des représentants, en vue d'une nouvelle procédure de destitution, d'impeachment visant Donald Trump dans ses derniers jours de mandat. Le grand bazar politique continue à Washington. Quel signal attendent désormais les investisseurs? C'est une question qu'on se posera. Et puis un mot de la macro également, avec un début d'année évidemment dégradé par la virulence toujours de la pandémie, d'une pandémie qui reste mal maîtrisée en Europe et aux États-Unis. Tant et si bien que la Banque de France, qui a communiqué son estimation pour le quatrième trimestre, à une baisse de 4% du PIB français pour le quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre, estime que le mois de janvier commence avec une perte d'activité par rapport au niveau normal, au rythme de croisière de l'ordre de 7%. Déjà des perspectives donc qui semblent entravées en ce début d'année, toujours en lien avec les considérations sanitaires. Les infos clés à mi-séance sur les marchés européens, c'est chaque jour à la mi-journée dans Smart Bourse avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée. L'indice parisien a repris quelques couleurs ce matin avant de retomber dans le rouge en fin de matinée. Les investisseurs qui semblent vouloir garder leur optimisme, aidés notamment par la perspective du plan de relance voulu par Joe Biden, que les investisseurs attendent conséquent. La progression des cours du pétrole vient également en soutien depuis ce matin, avant les statistiques et notamment l'indice des prix à la consommation attendu cet après-midi pour les États-Unis. Mais sur le plan politique, tout d'abord, les investisseurs suivent de près les démarches des démocrates pour faire en sorte que Donald Trump quitte la Maison-Blanche plus tôt que prévu, alors que l'investiture de Joe Biden est prévue le 20 janvier prochain. Cet après-midi doit en effet se tenir un vote au sein de la Chambre des représentants en vue d'une procédure de destitution du président sortant. Si lors de l'adoption de la résolution, le projet était essentiellement porté par les démocrates, 3 élus républicains ont déjà fait savoir qu'ils iraient dans ce sens pour le vote qui a lieu aujourd'hui. Les démocrates qui ont également voté cette nuit un texte demandant au vice-président Mike Pence d'invoquer le 25e amendement de la Constitution pour démettre Donald Trump de ses fonctions, chose que Mike Pence a refusé publiquement de faire. Mais au-delà de la politique intérieure américaine, les investisseurs parisiens suivent également de près le rythme de vaccination en Europe et notamment la volonté des gouvernements d'accélérer le rythme. La France se rapproche par exemple des 200 000 vaccinés dans un contexte toujours de progression de l'épidémie dans plusieurs pays, faisant craindre un ralentissement d'une reprise économique déjà fragile. En zone euro, tout de même, on notera à la mi-journée la production industrielle qui progresse au mois de novembre. Elle affiche une hausse de 2,5% sur un mois, soit largement plus que la progression de 0,2% qui était anticipée. Et si on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Carrefour annonce avoir été approché par le groupe d'alimentation canadien Couche-Tard. Couche-Tard dont la capitalisation boursière équivaut à plus de 2 fois celle du distributeur français. Le groupe canadien a proposé un rapprochement à Carrefour. Carrefour qui précise que les discussions en sont au stade préliminaire au sein d'une démarche amicale. De son côté, Couche-Tard estime que les termes de la transaction sont encore en discussion. Une opération qui pourrait, selon Bloomberg, se faire sous forme de fusion. La nouvelle qui est tombée dès l'ouverture ce matin n'a évidemment pas manqué de faire réagir les investisseurs. Le titre de Carrefour gagnant plus de 15% à la mi-journée. Total annonce de son côté un partenariat avec
Engie pour développer le plus grand site de production d'hydrogène vert sur électricité renouvelable en France. Total qui gagne quelques points également depuis ce matin, porté entre autres par la progression des prix sur le pétrole. Le baril de Brent s'échangeant aux alentours des 56,5 $ à la mi-journée après être monté jusqu'aux 57 $ dans la matinée. Et on regarde rapidement ce qui se passe du côté de l'or. L'once d'or qui est estimé au-dessus des 1850 $ à la mi-journée, tandis que l'euro-dollar recule de son côté pour se positionner juste au-dessus des 1,21 $ pour 1 euro. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. On va parler des États-Unis avec nos deux invités qui nous accompagnent pour cette demi-heure en plateau. Éric Lafrenière est avec nous, gérant chez Richelieu Gestion et gérant notamment du fonds Richelieu America. Bonjour et bienvenue Éric. Bonjour. Et à vos côtés, Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue Patrick. Bonjour. Merci d'être avec nous. Patrick, commentaire sur l'ambiance politique du moment à Washington. Dans quelle mesure est-ce que ce grand bazar politique pèse peut-être sur le moral des investisseurs, et qu'est-ce que le marché attend comme signal politique désormais en provenance de Washington selon vous ? Selon nous, en fait, tout ce qu'on connaît aujourd'hui autour de la problématique de Donald Trump, c'est plus un problème de nature politique. Et ça n'affecte pas vraiment le marché. Le marché, on l'a vu, réagit pas avec beaucoup d'intérêt à ce qui se passe. Même si ce qui se passe, c'est pas indifférent, bien entendu. Et le marché, on voit aujourd'hui, il est plutôt intéressé à voir ce qui va se passer demain. C'est-à-dire, il regarde devant, et devant, c'est les projets de Biden et de son équipe. Et donc, c'est dans quelle mesure il va ou non rassurer ou pas les marchés sur son plan de relance qu'il a annoncé pendant sa campagne électorale, quel en sera le volume, quels seront les secteurs qui seront visés, dans quelle mesure ça va permettre aussi aux Américains de retrouver un peu d'aisance, puisqu'ils ont été effectivement très frappés pendant la crise économique. Et par ailleurs, il va aussi annoncer, et ce n'est pas indifférent s'il le fait le même jour et en même temps, son plan pour la vaccination, puisque c'est son objectif. Ouais. Il veut que 100 millions d'Américains soient vaccinés dans les 100 premiers jours de son mandat. C'est un vrai challenge logistique. Donc, il sera aussi testé sur sa capacité à mettre en place ces deux projets. Est-ce qu'on est toujours à l'aise dans le marché, Patrick, avec l'idée qu'on regarde au-delà de la situation sanitaire, situation qui se dégrade encore de manière assez virulente, avec l'apparition alors de différentes mutations, mais le variant anglais, comme on l'appelle, visiblement inquiète les spécialistes. Vous comprenez que le marché continue d'enjamber cette histoire pour regarder à travers, au-delà ? Ou est-ce que, on ne peut pas dire que le marché soit complètement indifférent. Non. On l'a vu lundi. Lundi, il y a eu une pause technique, nous dit-on, mais peut-être pas seulement. Ça inquiète, effectivement. On a l'impression que le virus, il est complètement hors de contrôle aux États-Unis, sachant qu'il n'y a pas de plan national à ce jour, comme je l'évoquais il y a quelques instants. Chacun fait un peu ce qu'il veut dans son État, et donc il n'y a pas un contrôle très strict. Donc on ne peut pas dire que ça soit complètement quelque chose qu'on ne doit pas regarder. Mais pour autant, j'ai le sentiment que le marché se dit demain ça va aller mieux. Une espèce d'optimisme naturel qui fait que on se dit la vaccination va arriver, et une fois qu'une grande partie de la population sera vaccinée et qu'on atteindra l'immunité collective, c'est-à-dire assez rapidement finalement, à l'échelle du temps, ça ira mieux. Donc c'est ce que les marchés jouent aujourd'hui, me semble-t-il. Même si le calendrier peut être décalé de quelques semaines, quelques mois, il le sera forcément. Le marché peut être bienveillant, patient par rapport à cette situation. Je pense, oui. Il le sera d'autant plus qu'il aura de la visibilité sur les perspectives de vaccination, encore une fois. C'est la variable clé, en fait, aujourd'hui. Éric, je reprends la question. Qu'est-ce que le marché, qu'est-ce que les investisseurs attendent comme signal politique en provenance de Washington et des personnels politiques qui seront en place demain? Quand je dis demain, c'est à partir du 20 janvier, bien sûr. Bon, le point essentiel, on l'a évoqué, c'est le plan de relance. M. Biden doit communiquer dessus demain. Donc ça, c'est un élément qui est fortement attendu par le marché. Surtout, je pense, pour la taille et effectivement les différents secteurs ou différentes activités qui seront ciblées. Et je pense aussi que le marché est globalement assez satisfait des premières semaines de la mise en place du gouvernement de M. Biden, puisque contrairement à M. Trump qui a vraiment
axer toute la politique autour de sa personne. On est beaucoup plus dans le terme d'une équipe, avec des nominations assez importantes, on l'a vu avec Madame Yellen, avec un certain nombre d'autres personnes assez clés, donc c'est vraiment une approche plus d'équipe. On risque pas de se retrouver un matin avec un tweet assassin envers la Chine ou ailleurs, ce serait beaucoup plus diplomatique, donc ça amène une certaine sérénité quand même au marché. Ouais. Vous dites, là, effectivement, dans les enjeux de la communication demain de Joe Biden, demain, c'est vraiment demain jeudi, effectivement, sur le plan, la stratégie, sur le volet sanitaire, sur le volet économique, la taille va compter. C'est ce que le marché attend en premier lieu, la taille du plan de relance, Eric ? Oui, je pense que c'est vraiment ce qui va permettre éventuellement de réaccélérer. Si on a une déception sur la taille, on pourrait avoir techniquement des petites corrections, parce qu'il faut quand même se rappeler que depuis l'élection de M. Biden, le 3 novembre, on a eu vraiment une accélération de la rotation vers la value, vers les small caps. On en parlait tout à l'heure avec un Russell 2000 qui est en hausse de plus de 30%, alors que les autres indices sont plutôt autour de 10-12% en dollars. Donc on a eu cette accélération. Pour qu'on continue dans cette thématique, il faut vraiment qu'on ait un plan important. Et alors important, un chiffre, un chiffre qui réussirait à atteindre le consensus de marché, ce serait quoi par exemple ? En plus des 900 milliards, le dernier volet était de 900 milliards, ce serait quoi un chiffre à peu près correct ? Je sais pas, Patrick, Eric, si vous avez un... Mon sentiment, c'est toujours très difficile de se prononcer, mais mon sentiment que ça ne peut pas être inférieur à 1 trillion de D'accord. dollars. L'échelle, c'est le trillion. Bah oui. Ouais, d'accord. Oui. Sinon, on risque d'avoir des déceptions, effectivement. Ouais. Ouais. Sur le financement de la relance, il y a quand même des questions que le marché se pose. On sait que dans le volet du projet Biden, il y a quand même une partie aussi sur la fiscalité pour les ménages les plus aisés, mais aussi pour les entreprises. Est-ce que le marché écarte cette idée-là dans un premier temps, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut venir en même temps que le plan de relance ? Je pense que vraiment ces aspects réglementation, notamment vers la tech et autres, ces aspects fiscaux, aujourd'hui on repousse ça à fin 2021, début 2022. La priorité du moment, c'est vraiment de redémarrer l'économie. Oui. Le plan de vaccin, on parle de 80% avant fin juin de la population américaine vaccinée. En tout cas, c'est les chiffres qui étaient évoqués. Donc on veut vraiment pouvoir vacciner, réouvrir, réaccélérer, relancer. Et ce seront des sujets de l'administration Biden, bien entendu, tout comme les relations avec la Chine, mais ce sont des sujets pour plus tard. Donc il y a une séquence politique, effectivement, que le marché a intégrée, et il n'y a pas de raison que Joe Biden déroge peut-être à ce calendrier que vous avez en tête. À court terme, je ne vois pas... Non, il a d'autant moins de raison qu'il a aujourd'hui les coups des franges, finalement, puisque grâce à Donald Trump qui a permis l'élection de 2 sénateurs démocrates dans un État républicain. Encore un succès de Donald Trump, c'est ça. Désormais, l'équipe de Biden pourra être d'abord largement validée au Sénat. C'est déjà un premier point, sans trop de difficultés, puisqu'il y aura une majorité simple. Pour cela, ça suffit. Et ensuite pourra proposer son plan de relance sans avoir négocié trop avec les républicains. Alors peut-être que Joe Biden, qui est un centriste fondamentalement, va essayer de chercher à élargir sa base et à obtenir l'assentiment supplémentaire de sénateurs républicains qui sont plutôt bien disposés à l'égard de cette idée, mais peut-être pas, et auquel cas il n'en aura pas besoin de toute façon. L'amélioration du climat politique, c'est ce qu'on attend avec l'administration Biden. L'idée d'un nouveau plan de soutien, d'un nouveau volet de soutien et éventuellement d'un plan de relance ultérieur. Ce sont de bonnes nouvelles, on va dire, pour l'économie réelle. Est-ce que ce sont de bonnes nouvelles également pour les marchés financiers et pour Wall Street en particulier, parce que derrière cette situation et ces prévisions économiques, il y a quand même des taux qui remontent aux États-Unis. Même si la réglementation s'annonce pas trop violente tout de suite sur les GAFAM, il y a quand même cette idée-là qui sous-tend un peu le moment Biden. Il y a quand même un certain nombre de vents contraires peut-être sur le plan des marchés. Comment vous regardez cette situation pour Wall Street, Patrick ? Alors en fait, tant que les taux longs restent à peu près ce qu'ils sont aujourd'hui, 1,15, même 1,20, 1,30, je pense que c'est pas très grave. C'est pas de manière... Ça casse pas la dynamique de marché. Ça cassera pas la dynamique de marché, je crois pas. Puisque les perspectives de révision bénéficiaire sont telles que c'est pas de nature à porter atteinte, me semble-t-il, à la dynamique de marché, telle qu'elle va se profiler dans les prochains mois. L'avenir le dira, mais c'est vraiment mon sentiment. Et par ailleurs, je ne crois pas qu'il faille trop vite tirer un trait sur les valeurs technologiques, parce que je
suis convaincu que tant que la pandémie durera, et elle aura encore un certain temps, ce sont des valeurs qui vont toujours trouver de la grâce aux yeux des investisseurs, et parce qu'il y a un profil de croissance, parce qu'il y a de la rentabilité, et que c'est rassurant, finalement, d'avoir ces valeurs en portefeuille. Donc, je ne suis pas inquiet. En revanche, c'est vrai qu'il va falloir plus, peut-être que ce n'était le cas jusqu'à présent, être vigilant à intégrer dans les portefeuilles, si ce n'est pas déjà le cas, des valeurs cycliques, des valeurs industrielles qui vont évidemment profiter du plan de relance qui se dessine. Mais vous dites qu'il n'y a pas de raison, effectivement, qu'on ait de grands bouleversements dans les flux d'investissements mondiaux. Non. Les États-Unis, alors, restent peut-être la plus grande démocratie du monde, et la plus profitable toujours aux yeux des investisseurs mondiaux, Patrick ? Oui, parce que je pense que plus que d'autres régions du monde, à l'exception de la Chine, mais tout le monde n'a pas envie d'aller investir en Chine, n'est-ce pas ? Même si ce n'est pas forcément une mauvaise idée d'être présent en Chine, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais majoritairement, les flux continueront à être orientés vers les États-Unis. Ouais. Donc il faut être présent. Ouais. Oui, enfin, je ne vais pas dire que ça casse un peu l'idée que c'est l'année de l'Europe, mais vous dites il faut savoir raison garder. Ouais. Bon, l'Europe, on y investit naturellement, c'est quand même notre territoire d'investissement naturel, mais sûr. vous dites n'enterrons pas les États-Unis. Non, parce que c'est quand même, me semble-t-il, le pays qui permettra, peut-être pas dans 6 mois, peut-être pas dans 12 mois, mais assez rapidement de retrouver un niveau de croissance, un taux de croissance que l'Europe, malheureusement, je le regrette personnellement, mais c'est comme ça, n'est pas en mesure de suivre pour des raisons simplement démographiques aussi. Parce que l'Europe, c'est un vieux pays avec beaucoup de qualités, mais aussi quelques désavantages. Si on considère donc les États-Unis comme un investissement toujours incontournable, notamment sur la partie tech, qu'en est-il du dollar ? Comment est-ce que vous regardez le prix du dollar aujourd'hui, Patrick ? Dans nos gestions, déjà, nous ne pouvons pas nous couvrir contre le dollar, donc on doit faire avec. Et je raisonne de manière assez empirique en me disant que je ne sais pas ce que donnera 2021, mais en 2020, les indices américains ont progressé de 20% pour le SPI et de 40% pour le Nasdaq. Alors certes, l'euro-dollar a amputé par la baisse du dollar, quand amputé de 8% en euros environ la baisse du dollar, ça reste quand même intéressant. Ouais. Intéressant, et surtout quand on compare avec la progression des indices européens pendant la même période. Alors évidemment, on ne peut pas refaire l'histoire. Peut-être que 2021 sera très différent. Je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, je n'oublie pas que la parité de 1,20, c'est la parité historique entre l'euro et le dollar depuis la mise en place de l'euro. Donc c'est pas choquant aujourd'hui. On est à 1,21, 1,22. On aura peut-être quelques excès comme ça, mais on va pas aller. Je ne crois pas qu'on va aller à 1,50. Oui, d'accord. Si on a l'idée d'un rééquilibrage, une partie du chemin, peut-être une bonne partie du chemin a déjà été faite. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est notre sentiment, M. Bourdier. Oui. Bon, quand votre mandat est d'investir aux États-Unis, c'est votre cas, Eric, je rappelle, avec Richelieu America, chez Richelieu Gestion. Concrètement, sur quoi est-ce que vous avez envie d'être investi aujourd'hui ? On se parle depuis quelques mois. Votre portefeuille a quand même beaucoup bougé depuis, on va dire, l'automne dernier, Eric. En fait, on a commencé à anticiper un petit peu l'arrivée du vaccin. Donc, j'avais sans doute réduit un petit peu trop rapidement la tech, parce que c'est un secteur que j'ai réduit, mais sur la fin de l'année, ça m'a plutôt donné raison. Donc, on a eu un choix de conviction d'aller vers les petites moyennes capitalisations américaines, qui représentent à peu près 16-17% du fonds aujourd'hui, qu'on a amorcé septembre, octobre, progressivement. On a favorisé aussi les matériaux, donc un secteur qui est en train d'accélérer, qui généralement performe bien en anticipation d'amélioration des dépenses des consommateurs et des entreprises. Donc c'est un secteur qui généralement fonctionne plutôt bien. Et on a aussi, bien entendu, des valeurs liées à la consommation, donc à la réouverture de l'économie via des cinémas, Cinéplex, qui est un peu un équivalent, pas tout à fait la même chose parce qu'ils ne détiennent pas les murs, mais un équivalent de Kinépolis en Europe. On l'a via des chaînes de restauration aux États-Unis, plus axées sur le sportif et sur l'entertainment. Et on voit que les championnats nord-américains, que ce soit le hockey, le baseball, le football américain, le basket, ont réussi à terminer leur saison, recommencent la nouvelle saison, certes avec quelques problématiques, mais on voit qu'on est en train de réouvrir et que l'Américain, quand on regarde le consommateur américain, en fait, cette crise sanitaire plus que financière, sa santé globalement, elle est
nettement meilleure. On voit que les taux d'épargne des consommateurs américains sont relativement élevés. Et notre sentiment, c'est qu'une fois que l'économie va réouvrir, c'est une économie qui est basée sur la consommation. Il y aura ce besoin de consommation. Donc, le consommateur... Il y aura un vrai phénomène de revanche. Oui, exactement. Même après un an de complications sanitaires. Ça va peut-être alterner un petit peu les comportements, bien entendu, parce qu'on reste marqué par ce style de crise, mais on aura quand même un retour vers la consommation. Et nous, on l'a mis dans le fonds Richelieu America avec les matériaux et surtout une thématique qu'on a accélérée à partir de là aussi septembre-octobre, c'est les financières américaines. Ouais. Si on regarde depuis fin juillet, début août, le 10 ans, on en parlait tout à l'heure, était à 0,50. On est aujourd'hui autour des 1,13, 1,14. Donc on a cette quantification de la courbe qui est favorable, bien entendu, au secteur des financières. On a c'est quoi le cas d'investissement des financières aux US il est basé Eric. sur 4 points pour moi. Hein, et quand je dis financières, je parle en particulier des financières exposées à l'activité crédit. Hein. D'accord. Donc je regarde donc bien entendu... donc des banques de l'économie réelle plus que des banques de marché, si je comprends. Exactement. Et puis des banques assez domestiques aussi sur le territoire américain. On a une grosse globale, hein, parce qu'il en faut, et quelques régionales. Donc l'idée est donc la quantification de la courbe qui est bien entendu un élément favorable. On a la santé financière par rapport à 2008 qui n'a rien à voir. Les bilans des banques américaines est plutôt solide. On a ensuite une histoire de valorisation par rapport au S&P. Hein. On a une sous-valorisation des secteurs des financières relativement importante. On l'a connu en 99, on l'a connu de façon plus importante pendant la crise de 2008 et à chaque fois on a eu des rebonds derrière. On l'a encore aujourd'hui, cette sous-valorisation. Et puis, on anticipe des reprises par rapport aux provisions massives qui ont été faites sur les résultats du Q1 et du Q2. Dès les résultats du Q4, on sera vite fixé avec Citibank qui publie dès ce vendredi. Oui, c'est ça. Ouais, effectivement, les premières grosses banques américaines vont publier ce vendredi. Donc, financières, materials, des entreprises de taille plus petite également. Ça fait partie de la rotation du portefeuille que vous orchestrez depuis quelques mois. Et puis, des valeurs de consommation liées à la réouverture des économies. Patrick, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à changer quand même les secteurs qu'on privilégie quand on investit toujours sur le territoire américain? Mettre plus de cycles, plus de value. Alors la tech préservée, ça je comprends, mais jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller dans l'idée de la value, des valeurs décotées, des valeurs en retard? Est-ce que les financières, par exemple, c'est un objectif pour vous, ou est-ce que c'est trop loin dans cette idée-là? Pour nous, c'est un peu audacieux. Non, mais vous n'êtes pas le seul, je vous rassure. On a un peu de difficulté à mettre un pied sur le segment des valeurs financières parce qu'on a des souvenirs qui ne sont pas forcément agréables, mais on a peut-être tort, hein, donc il faut accepter de réviser ses positions régulièrement et de se challenger. Donc si on doit y aller, on ira de toute façon très modérément. Hein. On préférera, et de loin, favoriser, encore une fois, les valeurs cycliques industrielles, qui ne sont pas nécessairement toutes, évidemment, encore montées trop loin, donc on a encore la possibilité. Une belle valeur comme par exemple Eaton, qui est une jolie valeur qui ressemble un peu au Schneider français, qui devrait profiter largement du plan de relance côté infrastructure. Donc, il faudra être présent. Donc, oui, il faudra accompagner le mouvement. Mais vous trouvez effectivement dans l'industrie plus facilement des entreprises qui cochent des critères de qualité, de visibilité, qui sont des critères indispensables chez Bordier, par exemple. Oui, parce que nous, on met très en avant les valeurs de transition énergétique, et donc on les trouve dans l'industrie, bien entendu. Oui. Je reviens sur les financières, je vous laisse compléter, Eric, mais c'est tactique, ces mouvements de portefeuille, ou est-ce que vous avez l'idée qu'il y a peut-être un super cycle qui se dessine devant nous pour des valeurs et des secteurs très en retard? Faut être clair sur l'univers de temps dont on parle. Hein, le fonds que je gère, il est basé sur deux poches. Il y a une poche cœur, qui est basée sur les entreprises qui ont réussi à croître le dividende pendant un minimum de 15 ans. Ça représente 50%. Entre 50 et 80% du fonds. C'est le socle. Aujourd'hui, c'est 51%. Donc, ce sont ces belles valeurs, style Walmart et autres, qui ont démontré, c'est vraiment cette capacité à croître le dividende. L'autre poche, elle est multithématique. Donc, aujourd'hui, c'est 49% du fonds. Et effectivement, cette poche a vocation à bouger un peu plus fort. Je comprends. Il y avait presque 40% de technologie en mars. Aujourd'hui, il y en a 10%.
Ouais. Donc elle a vocation à bouger. Donc aujourd'hui, on a 15% de financière contre 10 dans l'indice. Le récol, il est sur les matériaux avec 18%, alors qu'il y en a moins de 3% dans l'indice. Donc c'est un call important, mais cette poche a vocation, bien entendu, à être beaucoup plus agile, je dirais. Ouais, c'est la poche flexible. Il nous reste 3 minutes. On a la chance de vous avoir, Eric. Vous êtes canadien. Je l'ai appris juste avant de commencer l'émission, parce que je voulais qu'on parle de Couche-Tard avec vous. Alors, vous avez la nationalité qui vous permet d'être parfaitement légitime pour nous parler de Couche-Tard. Vous l'avez pas en portefeuille, je crois. Vous l'avez pas dans Richelieu America. Vous avez des valeurs canadiennes. Qui est Couche-Tard ? Voilà, on l'a découvert ce matin en se réveillant. Bon, c'est une valeur que je ne suis pas directement, donc je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails du financier, mais Couche-Tard est ce que nous on appelle des dépanneurs au Québec, qui est présent partout en Amérique, et en Europe, notamment dans l'Europe nordique, je crois. Ce sont en tout cas au Québec des équivalents un peu de 7-Eleven aux États-Unis. C'est des magasins de proximité où on peut faire l'essence souvent, acheter un peu d'alimentaire, faire la loterie, le tabac. Ces chaînes de petits points de commerce de proximité qui fonctionnent plutôt bien. Au Québec, c'est un vrai succès. C'est québécois, donc présent vraiment partout en Amérique. Il y avait eu une acquisition il y a quelques années de mémoire aux États-Unis d'un nombre assez important de points de vente. Donc c'est une activité en pleine croissance et c'est un beau succès québécois. Ouais. Et vous comprenez, sans avoir étudié spécifiquement le dossier, mais vous comprenez l'intérêt du groupe Couche-Tard pour notre emblème national à nous, Carrefour ? Je pense que c'est... Bon, il n'y a pas de complémentarité, il n'y a pas de doublon, en fait. Donc, il y a un aspect intéressant de ce côté-là. Et je pense que c'est surtout un aspect valorisation. Carrefour, et après, on peut discuter de la valorisation, mais ne me paraît pas très, 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 très cher. Donc, et peut-être juste un dernier point, pas sur Couche-Tard, mais par rapport au plan, et on en parlait tout à l'heure, sur les plans de Biden, et notamment vers les énergies renouvelables. On parlait de Tesla tout à l'heure, sur lesquels on peut discuter très longtemps. Mais une autre façon, c'est aussi par rapport peut-être aux sociétés qui sont exposées à la voiture électrique de façon accessoire, via notamment le graphite. Et on a une petite exposition au graphite aussi à travers le fonds chez lui. Et c'est, comment dire, c'est plus facile de jouer l'électrique à travers un fournisseur, donc en l'occurrence de graphite. On peut parler des semi-conducteurs également, plutôt que d'être sur Tesla spécifiquement, Eric ? Pour moi, Tesla n'est pas achetable puisque mon fonds est ESG, elle ne passe pas les filtres quantitatifs. Je sais que certains des filtres qualitatifs où la valeur peut être incluse. Et donc, pour moi, le sujet ne se présente pas. Et puis, il y a une histoire de valorisation aussi je pense qu'on partage, qui fait que la valeur est un peu chère. Et je pense qu'il y a en plus, le graphite est pour tous les OEM. Donc, il y a pour moi, une façon plus sécuritaire et plus diversifiée de s'exposer au secteur. Oui, je comprends. Bon. Sur Tesla, oui, c'est un peu too much, vous dites, Patrick. C'est beaucoup trop cher. Et puis, en plus, on sait tous, quand on achète Tesla, on n'achète pas un producteur automobile. En fait, on achète une fintech. Ouais. Et c'est un peu dérangeant, parce que on a d'autres moyens d'être présents sur le secteur, en prenant peut-être moins de risques, potentiellement. Donc, nous, on reste à l'écart. Tesla, qui aurait été un emblème quand même de l'année 2020 et du début d'année 2021. C'est un titre qui a dû prendre peut-être, je sais pas, 15-20% là, sur les premières séances de bourse de l'année, dans des marchés qui se sont un peu calmés depuis le début de la semaine. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, 12h30, 13h. Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, était avec nous, et Eric Lafrenière, gérant actions américaines chez Richelieu Gestion et gérant notamment du fonds Richelieu America. On s'arrête là pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.